Alors j'appelle les modérateurs de la session sur le patient partenaire, donc le professeur Jean Della Monica, doyen de Nice, et le professeur Sabine Sarnaki, doyenne de Paris-Cité. Alors, bonjour. Donc on va passer à un sujet qui est un sujet que moi je trouve particulièrement intéressant, puisque je me suis pas mal occupée des maladies rares, et dans les maladies rares, comme vous le savez, les patients ont joué un rôle majeur dans le déclenchement de ce premier plan maladie rare. Et on va parler aujourd'hui du patient partenaire. Donc on va introduire le premier orateur, le professeur Éric Bélissant, doyen honoraire de l'UFR de médecine de Rennes, et puis Madame Corinne Devos, qui a été, je pense, pionnière, puisque l'association François Aupetit va nous le dire, mais c'est une très ancienne association qui a été extrêmement active dans les maladies inflammatoires du tube digestif. Bon, je pense que vous pouvez venir vous asseoir, et puis on va... c'est vous qui commencez, je pense. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis ravi d'être là pour partager avec vous ce premier exposé sur le patient partenaire. Et donc, j'ai la tâche de dresser un peu le décor de l'intérêt du patient partenaire dans la formation, sachant qu'on va aussi parler du patient partenaire dans le soin et dans la recherche. Alors le patient partenaire dans la formation, c'est devenu une question nationale, depuis d'ailleurs finalement pas très longtemps, mais en tout cas c'en est une. Et nos ministères, à travers leur direction, la DGOS et la DGZIP, se sont emparés du sujet en 2023 en constituant un comité de pilotage dont j'ai fait partie et qui s'était réuni de façon très cadencé, on peut le dire, 4 fois en 2023. Donc vous avez les dates de ces réunions. Et ce comité a conduit à réaliser un rapport qui est téléchargeable sur le site du MSS et dont vous avez la première page sur la diapositive, qui s'appelle « Participation des patients à la formation initiale des médecins ». Alors ce rapport... il est constitué de beaucoup de choses. Je vous invite d'ailleurs à le télécharger pour ceux qui l'ont pas vu. Mais entre autres, et ce sont quand même un petit peu les conclusions du rapport, il propose 23 recommandations pour permettre d'avancer sur cette question de façon concrète. L'objectif du rapport, c'était vraiment de donner des recommandations qui puissent permettre d'améliorer cette participation des patients à la formation des étudiants en médecine. Alors, il y a 23 recommandations qui se subdivisent en un certain nombre de chapitres que vous avez listés sur la diapositive. L'affirmation de l'approche partenariale avec les patients dans la formation, il y a 9 recommandations. Il y a 4 recommandations sur l'identification et le recrutement des patients partenaires, 2 recommandations sur l'accompagnement des patients partenaires, 3 recommandations sur le cadre d'emploi et la rémunération. C'est une vraie question qui n'est pas simple du tout sur le plan réglementaire. Et puis 5 recommandations sur la structuration du partenariat patient dans la formation. C'est un élément aussi qui nécessite qu'on s'y attache. Alors, à l'issue du travail de cette commission, il y a eu un colloque de restitution au MSS en début d'année. Et ce colloque a été, je pense pouvoir dire, un joli succès et a décidé de mettre en place un comité de suivi. Comité de suivi qui se réunit tous les 3 mois depuis le 20 mars. Et donc, on a déjà eu 3 réunions. Et il y a une 4e réunion qui est prévue début décembre. Donc, vous voyez une vraie dynamique de nos ministères, DGOS, DGZIP, sur cette question. Alors, quelques documents récents pour vous montrer que, effectivement, c'est quelque chose qui bouge beaucoup à l'heure actuelle. Alors, il y a eu un rapport du CNOM sur le patient partenaire il y a moins d'1 an, en décembre 2023. Alors, ce rapport du CNOM, il est plutôt orienté sur le patient partenaire dans le soin. Mais c'est un document qui me semble tout à fait intéressant. Le rapport DGOS, DGZIP dont je vous ai parlé, de janvier 24. Et puis, il y a eu un guide qui a été produit par France Asso Santé
en lien avec l'Association nationale des étudiants en médecine de France, l'ANEMF, qui s'appelle « Intégrer les patients dans la formation, études de médecine » et qui est sorti en juillet 2024 et qui est aussi un document très intéressant. Vous avez donc les liens pour télécharger ces différents documents sur la diapositive. Alors, quels sont les objectifs qu'on cherche à atteindre en introduisant les patients dans la formation? C'est quelque chose de récent, et donc il y a plusieurs objectifs qui sont poursuivis. Alors, il y a d'abord des objectifs immédiats. L'objectif immédiat, c'est d'enrichir la formation des étudiants en introduisant des connaissances, et ça c'est quelque chose qu'on a mis en évidence de façon relativement récente, en tout cas qu'on identifie bien maintenant, connaissances qui sont liées à la vie avec la maladie, et deuxièmement, avec l'expérience du système de soins. Et ça c'est quelque chose qui était totalement absent des études de médecine jusqu'à présent. Deuxième objectif immédiat, ouvrir les étudiants aux attentes des patients. On a des patients qui attendent du corps médical un certain nombre de choses, de comportements, et ça me semble important que les étudiants en soient conscients. Développer aussi l'empathie des étudiants, c'est important, quand ils sont confrontés directement aux patients, on peut imaginer que ça favorise l'empathie. Et puis faire comprendre aux étudiants l'intérêt d'une véritable collaboration patient-professionnel de santé. Ça, ce sont vraiment les objectifs immédiats qu'on cherche à atteindre en introduisant les patients dans la formation. Et puis il y a les objectifs à moyen terme qui sont changer les comportements de façon plus générale et faire disparaître, si possible, un certain paternalisme ou un défaut d'information qui sont quand même relativement encore fréquents et qui sont considérés comme en partie responsables de la mauvaise observance, du nomadisme médical, mais aussi du renoncement aux soins. Donc on a là quelque chose qui me semble important sur le plan sociétal. Et puis à plus long terme, évidemment, c'est de contribuer à la qualité et à la pertinence des soins et à l'efficacité des prises en charge, parce que c'est quand même bien aussi l'un des objectifs poursuivis, et puis d'améliorer l'efficience du système de santé, parce qu'on voit que derrière, il y a bien une notion économique. Alors les compétences développées par l'introduction des patients dans la formation, eh bien, elles concernent avant tout, évidemment, la relation médecin-patient, dans toutes ses composantes, et notamment donc, lors de l'annonce diagnostique, dans l'éducation thérapeutique, dans le suivi des maladies chroniques, et puis aussi sur la fin de vie. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la relation médecin-patient. Mais il y a aussi toute l'approche globale et centrée patient, la décision partagée, les compétences psychosociales, très important. Et puis, bien sûr, je l'ai déjà dit, l'empathie et l'éthique du soin. Alors, cette place des patients dans la formation, elle peut se décliner à différents niveaux d'engagement. Et j'ai pris pour cette diapositive une figure qui apparaît dans le guide France Asso Santé ANEMF, que j'ai trouvé très intéressante et qui permet de synthétiser les différentes places que les patients peuvent prendre dans la formation. Alors la place la plus, je dirais, la plus simple et qui a été, je dirais, la première, ça a été le patient usager témoignant, donc qui partage son vécu, son expérience personnelle face à la maladie et face à un parcours de soins au sein du système de santé. Donc ça, c'est le premier niveau, patient témoignant. Alors, on peut aussi avoir des usagers témoignants, il n'y a pas que des patients. Le deuxième niveau, c'est le patient usager intervenant. Et là, on a un patient qui participe à l'animation d'un enseignement. En général, d'ailleurs, avec un enseignant, et qui peut transmettre une parole plus technique ou collective, par exemple, une parole de représentation des usagers. Et puis le troisième niveau, c'est le patient usager co-enseignant. C'est là qu'on parle vraiment de patient partenaire dans la formation. Et là, on a un patient qui participe à des activités d'enseignement de façon beaucoup plus poussée, avec des constructions plus complexes. Il peut donc contribuer à élaborer des enseignements, il peut contribuer à évaluer aussi des étudiants. Donc on a une application pédagogique qui est beaucoup plus forte. Donc, et là, dans ces cas-là, d'ailleurs,
le patient peut intervenir seul, sans enseignant. Ce n'est pas une obligation, mais ça fait partie des choses qui sont possibles. Alors toujours tiré de ce guide de France Asso Santé ANEMF, donc un petit tableau qui récapitule ces différentes implications des patients dans la formation avec les degrés d'implication. Donc on va du patient usager enseignant au patient intervenant jusqu'au patient co-enseignant, et on voit que les degrés d'implication, eh bien, ils passent de faibles, évidemment, à modérés, voire à importantes ou fortes. Plus on avance de gauche à droite, plus l'implication est forte. Alors, dans le premier niveau, il n'y a pas de co-construction, le patient témoigne de son expérience. Dans le deuxième niveau, il y a une co-construction éventuelle. Et puis, dans le troisième niveau, il y a une co-construction qui est recommandée. Le patient doit travailler avec un enseignant pour faire un enseignement intégré. Alors, les savoirs mobilisés sont différents. Donc, dans le premier niveau, c'est le savoir tiré de l'expérience, c'est de savoir ce qu'on appelle expérientiel. Dans le deuxième niveau, c'est toujours un savoir expérientiel, mais aussi des savoirs collectifs. Et puis, dans le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle des savoirs situés et aussi des savoirs théoriques. Et je vais revenir sur cette notion de savoir situé, qui est une notion qui me semble importante pour bien comprendre le passage du deuxième niveau au troisième niveau. Les compétences à mobiliser, premier niveau, c'est l'écoute et la communication. Le deuxième niveau, c'est la réflexivité et le travail en équipe. Et puis, le troisième niveau, c'est le travail en équipe et le leadership. Et le type d'engagement, vous voyez qu'il évolue aussi en fonction du niveau. Le premier niveau, c'est l'usager du système de santé. Le deuxième niveau, c'est un représentant des usagers, voire un patient partenaire. Et le troisième niveau, c'est le patient partenaire. Donc, c'est important, je pense, de bien identifier ces différents niveaux d'implication, parce que derrière, il y a aussi des exigences en termes de formation. Alors, je vous avais dit que j'allais revenir sur cette notion de savoir situé qui me semble importante pour bien comprendre, je dirais, le passage du niveau 2 au niveau 3. Cette notion de savoir situé, donc, vous avez un extrait là d'un texte de Marie Absil là, sur les savoirs situés, un nouveau type d'expertise. Donc, je vous ai mis la référence. Et donc, cet auteur dit « L'usager devient un expert du vécu. » Quand, par son engagement dans les formations et démarches réflexives mises en place par une association d'usagers ou par une faculté, il devient capable de transcender le niveau strictement personnel de son expérience, de son vécu, et acquiert ainsi la capacité à prendre de la distance par rapport à ses propres expériences, de les abstraire, de les élargir et de s'inspirer de celles d'autrui. Donc on voit qu'on change totalement de cadre afin de pouvoir représenter les usagers et leurs proches. Alors on est là sur quelque chose de très important et qui remet totalement en question un certain nombre de choses. Et elle dit « La reconnaissance des savoirs de l'expert de vécu peut ouvrir un rééquilibrage du partage des savoirs et du pouvoir. » Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il peut y avoir quelquefois des difficultés à mettre en place ce type d'approche. Ici, la relation médecin-usager devient plus symétrique, plus équilibrée. C'est une vraie révolution. Alors, les types d'activités pédagogiques qui sont possibles, toujours donc tirés du guide France Asso Santé ANEMF. Finalement, le patient peut intervenir à différents niveaux, cours magistral, enseignement dirigé, témoignage, apprentissage en commun, groupe d'échange de pratiques, c'est très très utilisé, notamment dans la formation en médecine générale, entretien interprofessionnel, et là donc il peut contribuer par un témoignage à visée pédagogique ou animer ou co-animer des sessions de formation, comme j'ai eu l'occasion de le dire.
Et puis on a des choses un petit peu plus techniques, hein, avec des patients standardisés ou patients simulés. Alors, ce ne sont pas toujours les patients, hein, qui jouent ces rôles-là, mais on peut aussi avoir des patients qui interviennent dans la simulation pour co-construire des scénarios ou pour participer au débriefing avec les enseignants ou les étudiants. Et puis on a enfin des patients qui animent ou co-animent des sessions de formation de formateurs. Ça me semble aussi très très important, ou qui participent à l'élaboration des cursus d'enseignement. Et donc ces patients sont impliqués dans la formation, mais aussi dans l'évaluation et dans la gouvernance. Donc vous voyez, vraiment, on peut décliner, quand on dit jusqu'où aller, on peut aller très loin. Alors maintenant, je vais revenir sur les recommandations. Alors je ne vais pas vous décliner les 23 recommandations, parce qu'elles n'ont pas toutes, je dirais, un intérêt direct pour le topo de ce matin, mais j'ai extrait quelques recommandations qui me semblent importantes, notamment pour les facultés, et pour pouvoir avancer dans l'intégration des patients dans la formation. Donc la recommandation numéro 5, inclure la participation de patients dans la formation des étudiants en médecine de manière précoce. Ça, c'est un point important. Ce n'est pas forcément en 3e cycle, ça peut être beaucoup plus rapide. Et donc, la recommandation dit dès le 1er cycle et tout au long du cursus. La recommandation numéro 10 préconise identifier les patients partenaires dans la formation en fonction du niveau d'engagement et des objectifs attendus à partir de critères souples définis conjointement, et c'est ça qui est important, les critères sont définis conjointement par les enseignants, par les patients partenaires et les responsables de structures dédiées, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, au partenariat patient au sein des UFE. Recommandation numéro 13, formaliser entre le patient partenaire et le reste de l'équipe les missions attendues. Ça, c'est très important. Quand on fait appel à un patient partenaire, on doit être très précis sur ce qu'on attend de lui. Donc, mission attendue de la part du patient au regard du projet pédagogique. Hein, le patient s'insère dans un projet pédagogique. La recommandation 14, accompagner les patients partenaires dans leur prise de fonction. Ce n'est pas forcément si simple que ça pour un patient d'arriver dans une faculté et de faire un cours devant des étudiants. Et donc, ces patients doivent être accompagnés avec une formation initiale commune avec le reste de l'équipe pédagogique. On ne lâche pas, entre guillemets, le patient comme ça, tout seul, dans la faculté. Et puis la recommandation numéro 15, c'est accompagner les patients tout au long de leur exercice via une formation continue, un compagnonnage et des temps d'échange dédiés à l'analyse des pratiques et à l'amélioration des enseignements. Donc on voit formation initiale, formation continue, on est dans quelque chose qui est encadré. 3 autres recommandations qui me semblent aussi importantes pour nos facultés, c'est mettre en place au sein des facultés des départements ou des structures équivalentes dédiées au déploiement du partenariat patient dans la formation. C'est important d'identifier cette démarche à travers une structure et donc constituer, la recommandation numéro 20, au sein des structures dédiées au partenariat patient, une instance associant à minima des professionnels de santé enseignants et des patients partenaires. Pour la sélection des patients, là, c'est pareil, bon, ce n'est pas forcément quelque chose de très simple. Recommandation 21, instituer dans les structures dédiées une codirection par un enseignant et un patient partenaire, et ça, ce n'est pas non plus quelque chose qui va forcément de soi. Alors, les conséquences de la mise en place de ces recommandations, eh bien, c'est une révolution culturelle importante, hein, donc une rupture de l'entre-soi dans la formation et une remise en question de certains savoirs académiques ou de la manière de les délivrer. Donc on a un vrai changement de paradigme dans la formation, et ce changement de paradigme nécessite de former et d'accompagner non seulement les enseignants, à l'arrivée d'une tierce personne dans le binôme qu'ils sont habitués à constituer avec l'étudiant, mais aussi les étudiants, parce que ce n'est pas non plus quelque chose de classique, hein, à l'importance de la prise en compte de l'expérience patient, et aussi les patients partenaires. En fait, on change totalement les règles du jeu et on se retrouve à être à 3, là où on était à 2. Donc, je pense que tout le monde doit en prendre conscience. Et analyser les pratiques
et les évaluer afin d'identifier les plus pertinentes. Donc tout ça nécessite une structuration au sein de l'institution, une co-construction et un cadre réglementaire. Alors la structuration au sein des facultés, eh bien, elle se fait avec une volonté politique, hein, et il faut un enseignant leader. Toutes les facultés qui sont allées relativement loin en termes de structuration ont toujours un enseignant leader. Il faut un soutien du conseil d'administration. Rien ne se fait si le conseil n'est pas partant pour aller dans cette direction. Et à travers le conseil et au-delà du conseil, des communautés enseignantes et étudiantes. Il faut co-construire le projet avec les patients ou leurs représentants, hein, et notamment des volontaires. Et puis après, il faut un temps indispensable de discussion et d'appropriation du projet. On ne passe pas du jour au lendemain à une situation sans patient partenaire à une situation dans laquelle on inclut les patients partenaires dans les enseignements. Et puis, il faut, si possible, des financements. Ça peut permettre d'aider un certain nombre de réalisations. Et puis, après, il faut créer une structure. Et cette structure, elle doit être co-dirigée. C'est important, je crois, sur le plan de la crédibilité, par un enseignant et un patient partenaire. Elle doit organiser le recrutement et la formation des patients partenaires. Elle doit faciliter l'insertion des patients partenaires dans l'institution. Et elle doit développer l'évaluation des pratiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui restent à évaluer dans ce domaine, et la recherche en pédagogie. Alors, je vous ai mis quelques exemples de structuration. La liste n'est probablement pas exhaustive. Ce sont les structurations qui, à ma connaissance, sont les plus abouties, avec des pôles ou des départements qui permettent de donner une réalité et de concrétiser finalement cette implication des patients dans la formation. Mais il y a certainement d'autres facultés qui ont des structures identiques. Alors, tout ça va se concrétiser à travers un arrêté dont on attend la sortie depuis maintenant plusieurs mois, mais qui normalement devrait sortir incessamment et qui permet de donner un cadre réglementaire. Alors cet arrêté, il va modifier les arrêtés que les doyens connaissent bien, puisque en fait ce sont les textes qui structurent la formation médicale. Donc, il va modifier l'arrêté du 22 mars 2011 sur le diplôme de formation générale en sciences médicales, l'arrêté du 8 avril 2013 sur le deuxième cycle principalement, et l'arrêté du 12 avril 2017 sur le troisième cycle. Donc, cet arrêté, il mentionne que la formation pratique et théorique peut faire appel à la participation de patients en binôme avec un personnel enseignant. C'est important. Il n'y a pas d'obligation, mais quand même, l'arrêté incite fortement à utiliser cette approche. Et donc, il propose une mise en place progressive. Alors, en fait, il devait sortir au mois de juillet, et donc il aurait dû pouvoir être applicable dès la rentrée 24-25 pour le premier cycle, 25-26 pour le troisième cycle et 26-27 pour le deuxième cycle. Mais cet arrêté va donc devoir être appliqué. Alors, cet arrêté, il dit que la formation pratique et théorique peut faire appel à la participation des patients en binôme avec un personnel enseignant, et donc il liste un certain nombre de modalités, les cours magistraux, les enseignements dirigés, les témoignages, analyse de pratique, entretien professionnel, simulation, écos, dans lesquels les patients peuvent être intégrés. L'arrêté dit aussi, c'est important, que les patients peuvent également s'inscrire dans le cadre des stages des étudiants, en accord avec le responsable de stage, bien évidemment. La participation du patient, donc, peut être appelée pour la construction d'enseignement, pour l'animation d'enseignement et pour le contrôle des connaissances et des compétences. Et les patients peuvent participer aux écos. Et les sujets, je vous les ai déjà dit, donc je ne vais pas les répéter, ce sont ceux que j'avais listés. L'arrêté rajoute les dommages associés aux soins, qui peuvent aussi faire partie des champs d'intervention. En conclusion donc, de ma présentation, je voudrais dire que c'est un sujet qui correspond à une attente sociétale et qui s'inscrit bien dans le cadre du développement de la démocratie en santé, qui est une opportunité pédagogique tout à fait intéressante, dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Les degrés d'intervention sont variés, donc c'est modulable comme on le souhaite.
Mais c'est un changement de paradigme, comme j'ai pu le dire, qui nécessite une co-construction, un temps d'appropriation par les communautés, enseignantes et étudiantes, un encadrement et une formation, une structuration au sein des facultés et des évaluations. Tout ceci doit permettre de contribuer à la qualité des soins et à l'efficience du système de santé, et le cadre réglementaire est en cours de publication. Je vous remercie pour votre attention. Alors merci beaucoup. On proposait que Madame DeVos intervienne pour donner, je dirais, le miroir de ce que vous avez, puis peut-être les aspects plus pratiques, et puis on prendra les questions à la fin sur ce sujet que moi je trouve personnellement extrêmement intéressant. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Corinne DeVos, je suis présidente de l'AFA Crohn RCH France, qui, comme son nom l'indique, est une association de malades et proches de malades qui s'occupe depuis plus de 40 ans des personnes et des proches atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, dans nos rôles, évidemment, on informe et on accompagne les malades et leurs proches. On soutient la recherche médicale, mais également la recherche en sciences humaines et sociales. Et on agit auprès des instances et des professionnels de santé pour améliorer les parcours de soins, de santé, de vie. On en a parlé là juste dans la présentation précédente, l'importance du parcours de soins, de santé et de vie. Et donc, bien sûr, et c'est ce qui m'amène ici devant vous, on intervient dans la formation de ceux qui, eux, vont intervenir dans tous ces parcours, c'est-à-dire les professionnels de santé, mais aussi les paramédicaux. On intervient auprès des patients partenaires ou futurs patients partenaires, et également auprès des parents et des proches aidants. Donc, c'est un point important, je crois, de bien voir cette intervention comme globale. On parle beaucoup de prise en soin globale, de médecine intégrative. Donc, il y a les professionnels de santé et il y a aussi tous ceux qui gravitent autour et dans le parcours de soins des malades. Et les laisser sur le côté serait certainement une erreur, d'où l'importance de cette intervention, on va dire, globale. Donc, depuis le début, on a été convaincus à l'AFA, et notamment, je vous rejoins parce qu'on était aussi dans Alliance Maladies Rares du fait des Mickey pédiatriques, qui restaient des maladies rares, malheureusement de moins en moins rares, malheureusement, mais on est resté vraiment avec cette idée que le patient peut faire bouger les choses, non pas simplement par rapport à lui-même, mais par rapport à son savoir qu'il va agréger du savoir collectif qu'il a dans sa pratique on va dire, de patients engagés au sein d'une association de santé. Donc on reste convaincu de ça. Et donc, dans le contexte, on l'a vu, et je ne vais évidemment pas revoir, puisqu'on a préparé ensemble avec le professeur Bélissan, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais on est invité en tant que patient à participer au système de soins, mais avec notre perspective particulière. Et notre perspective particulière, c'est ce qu'on appelle la perspective patient. Et c'est ça qui, finalement, va être repris, va être recherché au sein de l'enseignement et dans la formation initiale et continue, médicale et paramédicale. On va s'adosser à nos savoirs expérientiels, alors propres bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est le savoir collectif, et en particulier à l'analyse des besoins exprimés par les bénéficiaires des soins. Parce que finalement, on va tous dans la même direction, c'est-à-dire améliorer pour le bénéficiaire des soins in fine. Et donc, c'est pour améliorer, bien sûr, la qualité des soins. Donc, quand on revient vers le patient enseignant, on comprend bien qu'on est amené à ce moment-là, on est même invité à intervenir dans la formation initiale, on va dire, des médecins, parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, plus on intervient tôt finalement, plus ça va être bénéfique et ça va permettre d'avoir un cheminement. L'idée, ce n'est pas d'amener des savoirs avec des choses très théoriques, c'est justement d'amener des savoirs avec une pratique derrière pour conduire pendant le cursus de formation à une réflexion sur comment engager la relation de soins, comment faire une annonce diagnostique, j'allais dire comment annoncer parfois la mauvaise nouvelle et comment prendre en charge l'impact d'une maladie dans la vie d'une personne. Donc c'est vraiment ça qu'on vient chercher chez le patient. Et bien sûr, intégrer davantage la perspective patient dans tout le système de santé. Il ne faut pas que ça reste au niveau de l'enseignement, mais c'est vraiment quelque chose qui va... D'où l'importance de ce cheminement, en fait. Et c'est vraiment
pour ça, moi, je pense que c'est, on va dire, révolutionnaire et de plus en plus apprécié maintenant. Donc cette intégration de la perspective patient, elle porte principalement, on l'a dit, sur l'éthique, la relation de soins, dans ceux qui font usage de la simulation, dans les évaluations des étudiants. Aujourd'hui, on intervient dans tout. On a montré qu'il y avait des catégorisations juste avant, mais il faut savoir que dans la pratique et dans la façon dont ça se déroule dans un enseignement, finalement, en fait, on va souvent être au milieu de deux catégories, et c'est ça l'intérêt final. C'est ça, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir à différents niveaux. Donc c'est vrai qu'on a cette approche dite centrée patient. Alors pour nous, le premier acteur des soins, ça reste quand même le patient. Donc centré patient, parfois on revient dessus en se disant que c'est avec le patient, mais il est un acteur parmi les autres, il n'est pas au centre, c'est pour ça que j'y ai mis les guillemets, avec un intérêt pour l'expérience et le vécu des patients, et avec une approche globale, biopsychosociale, et ça c'est vraiment intéressant. Et quand on va faire une rencontre dans le soin patient-médecin, en fait c'est l'intégration de ces deux perspectives, avec un agenda patient, un agenda médical. Et si j'ai remis ça, c'est parce qu'après, je vais vous donner un exemple dans lequel ça a vraiment été mis en pratique et ça apporte énormément de plus, avec là, la co-construction d'un nouveau savoir et non pas deux savoirs juxtaposés. On en avait parlé dans notre préparation, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un binôme, par exemple dans l'enseignement, et ce binôme, en fait, il va amener à quelque chose de commun. On ne va pas venir additionner des savoirs. Il faut qu'à un moment, ces savoirs se rencontrent. Et moi, je pense que c'est tout l'intérêt des travaux, par exemple, que mènent les associations de patients dans ce domaine. Dans les différents guides que vous avez cités, y compris sur France Asso Santé, nous, on y a participé, soit parce qu'on a été auditionné, soit parce qu'on était membre. On est aussi membre de France Asso Santé et très investi. Et c'est vraiment cette dimension de co-construction d'un savoir commun qu'on a amené. Et il ne faut pas que la co-construction, ça reste un mot, il faut qu'elle puisse trouver son prolongement dans la pratique. Donc, on parle de ça dans le soin, et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire dans l'enseignement, une co-construction. Donc, le point important aussi, et que je voulais illustrer, c'est cette temporalité. C'est-à-dire que la temporalité des patients, vous le savez, est rarement la temporalité du soignant. Et donc, il va falloir là travailler sur une temporalité que chacun va pouvoir comprendre. Et dans l'enseignement, cette notion de la temporalité à trouver entre patients et soignants, c'est quelque chose que nous, par notre expérience, on va pouvoir apporter. Et c'est quelque chose que les professionnels de santé qui enseignent avec nous apprécient infiniment. Et d'ailleurs, ça nous a amené à revoir intégralement des enseignements qui pourtant étaient vraiment très complets, très satisfaisants, sauf qu'il manquait la notion de cette temporalité. Donc ça, pour nous, c'est un point vraiment important à souligner. L'idée aussi, et c'est souvent ce qu'on disait, à changer les pratiques, mais on peut aller jusqu'à changer une posture en consultation. Et nous, par exemple, quand on intervient, alors pas dans la formation initiale, mais dans la formation continue de professionnels de santé, c'est presque, j'allais dire, le compliment ultime de dire que ça a pu faire émerger une réflexion amenant jusqu'à un changement de posture. Ça ne veut pas dire que la posture initiale était mauvaise, ça veut dire simplement qu'elle évolue. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Et bien sûr, on a parlé de l'empathie, je ne reviendrai pas dessus, mais ça paraît quand même être au cœur du sujet. Donc, à la fin, on a des patients enseignants, donc ce sont des patients, ils peuvent être écoutants, ressources, témoins, patients experts, on dirait formés à l'ETP. Ils sont tous formés et supervisés, mais ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est que finalement, au cours d'un enseignement, on va être amené à bouger de casquette. C'est-à-dire que par moment, on fait appel à son témoignage, par moment, on fait appel à la ressource collective, par moment, on fait appel à ce qu'on sait de l'accompagnement ou du système de soins, et on ne se dit pas, tiens, est-ce que j'ai telle ou telle casquette? Donc, ce qui va être intéressant pour le patient enseignant, peut-être, c'est justement d'arriver pour lui-même à fluidifier ces différentes casquettes pour vraiment être enseignant. Voilà. Où est-ce qu'on intervient? Dans la formation initiale, dans beaucoup de domaines. Je n'ai pris que 2 exemples parce qu'ils nous ont paru, quand on a préparé, les plus pertinents, mais on aurait pu multiplier, en même temps le temps nous est compté. On intervient dans la formation continue, ça c'est très intéressant, parce qu'il y a la formation avant de démarrer, puis il y a au fur et à mesure de la pratique.
Et finalement, on se réinterroge, et vous vous réinterrogez régulièrement en tant que professionnel de santé, et nous, on vient accompagner cette interrogation, parce que les choses, elles bougent, rien n'est figé. Sur la thématique précédente, on disait quelque chose qui en 2022 aurait été reconnu et en 2024 pas, mais c'est la même chose en fait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les choses évoluent, et nous aussi, il faut faire évoluer les choses avec vous. Et on intervient dans les facultés de médecine, pharmacie, donc là, j'ai un peu tout listé, notamment pour vous montrer que finalement, le bénéficiaire final du soin, c'est le patient, et c'est dans une prise en charge ou une prise en soin globale, d'où l'importance d'intervenir pour les différentes personnes. Sur quoi on intervient? Sur l'enseignement. Et nous, justement, on a cette chance, et moi, vraiment, je mesure le mot quand je dis cette chance, c'est d'avoir cette possibilité, on est très bien accueillis, de co-construire, de co-animer et de co-évaluer, c'est-à-dire qu'on est d'un bout à l'autre du processus. On n'est pas là pour juste venir donner une petite expérience de ce qu'on aurait pu vivre, qui finalement n'est pas toujours très représentatif de tout, mais justement, par cette co-construction, cette co-animation, cette co-évaluation, on a nous aussi la possibilité de prendre de la distance par rapport à notre propre expérience pour devenir expert, comme on dit, même si je n'aime pas du tout ce mot, mais c'est-à-dire ramener du collectif. Parce que ce qui est intéressant, c'est le collectif. Et je vais même aller plus loin dans mes interventions. J'interviens extrêmement peu dans mon domaine, entre guillemets, de compétences qui serait la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, et je peux même dire que je ne suis jamais intervenue avec aucun gastro-entérologue. J'interviens avec des professionnels de santé qui ont l'habitude d'avoir des patients atteints de maladies chroniques, et on se rend compte que ce qui nous relie, c'est la maladie chronique, la prise en soins globale, et non pas la maladie de Crohn que j'ai. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment intéressant dans cette évolution. On intervient dans les échos, dans les GPRI, et encore une fois, on intervient avec X ressources. C'est-à-dire que notre témoignage, a priori, je ne témoigne jamais dans les enseignements, mais quand il vient illustrer de façon intéressante une demande d'un étudiant, je peux être amenée à en parler. Mais ça peut être mon témoignage ou du témoignage collectif, puisque bien sûr, dans les associations de patients, on a énormément de recueil de récits. Alors j'ai pris deux exemples. J'en ai pris un sur Sorbonne Université avec un enseignement en binôme qui avait démarré. Alors pourquoi on l'a pris cet exemple? Parce qu'on en avait parlé en préparant, parce qu'il avait démarré avant le Covid, puis il y a eu le Covid, il est passé en distanciel et il y a eu l'après-Covid. Et dans cet enseignement, on a un vrai travail de co-construction. On a réussi finalement à faire évoluer l'enseignement, quels que soient les aléas du moment. Donc, c'est 2 séances de 3 heures pour les 4e années en médecine avec des groupes d'étudiants. On a des médecins de plusieurs disciplines et des patients qui viennent de différents domaines de maladies chroniques. Et on a revu le contenu depuis 2020 avec centré, là, je n'ai pas mis les guillemets, mais j'aurais pu, sur le parcours du patient, et on a ajouté sa temporalité. Et le travail qu'on a fait pour la mise finalement en distanciel de ces ED, qui au départ étaient facultatifs et sont devenus obligatoires, puisqu'il y a une note derrière, on a pu en fait les restructurer. Et à chaque fois, on a fait un comité de construction de l'enseignement qui réunissait professionnels de santé et plusieurs patients enseignants. Et à partir de là, on a pu regarder comment on pouvait faire évoluer l'enseignement. Alors, à la fois pour qu'il puisse être fait en distanciel et pas suspendu, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait des thématiques totalement absentes de cet enseignement, comme les objets connectés. Or, l'objet connecté, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les patients et dont les professionnels de santé doivent comprendre en fait ce que nous on cherche aussi à travers les objets connectés. C'est quelque chose qui a été très apprécié par les étudiants et qui finalement ont pu y apporter aussi eux-mêmes leur façon de voir l'objet connecté au sein d'une relation de soins. Donc dans les objectifs pédagogiques, évidemment, il y a la sensibilisation sur la relation avec les malades, il y a mener l'entretien pour aider les personnes à prendre soin d'elles-mêmes et échanger sur les possibilités de changer les pratiques. Alors, vous voyez, par exemple, sur ce deuxième point, on a énormément travaillé et fait évoluer, là encore, cet enseignement, notamment autour de la notion de l'autonomie. C'est quoi un patient autonome? Et on se rend compte
que finalement, pour l'étudiant, ce n'est pas toujours clair ce qu'est un patient autonome. Et la définition, je dirais, pour le professionnel de santé ne coïncide pas toujours avec celle pour le patient. Vous voyez, ça, ce sont des thématiques qui, chaque année, grâce aux évaluations de pratique qu'on fait, aux retours qu'on fait, au feedback, etc., nous ont permis d'avancer et de faire évoluer l'enseignement. Et donc l'apport, là, c'est vraiment le savoir expérientiel pour une amélioration de la relation de soins, et on va jusqu'à la qualité de vie, puisqu'on a également introduit tout ce qui tourne autour de l'éducation thérapeutique du patient dans cet enseignement. Parce que la relation de soins, elle ne se limite pas à la consultation, et vous le savez tous. Donc on a élargi en fait ce sujet. Donc c'est le vivre avec la maladie, c'est la connaissance du parcours de soins, ça c'est un point extrêmement important, parce que c'est vraiment un des apports des patients partenaires et des patients enseignants. C'est comment un patient vit un parcours de soins. Et ça, c'est quelque chose, quand on est professionnel de santé, qu'on ne peut pas vivre de l'intérieur. L'autonomie, l'accompagnement des patients. La notion de cette temporalité avec l'échelle temporelle du parcours de soins et du parcours de vie, c'est-à-dire que tout cet enseignement a été revu pour que derrière, on ait le parcours de vie et qu'on ne reste pas figé dans le parcours de soins, et avec une prise en charge versus prise en soin au niveau de la posture, un travail vraiment très intéressant. Et là, encore une fois, on est dans la co-construction, la co-animation et la co-évaluation. Donc l'apport, c'est la perspective patient dès le stade 0. On en a parlé, donc je ne reviendrai pas dessus. C'est aussi réfléchir ensemble, encore une fois, ce n'est pas dire il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça, c'est réfléchir ensemble sur les besoins des professionnels de santé dans leur futur exercice professionnel, pas que les besoins des patients. Et c'est ça qui va être intéressant au niveau de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir ensemble à comment ça va se construire pour le futur. On va entraîner bien sûr le savoir-faire, le savoir-être, parce qu'on va utiliser le savoir expérientiel. On va sensibiliser sur la relation et la posture. On va appréhender le soin et la temporalité. On va prendre en termes de soins et de prendre soin dans sa globalité, avec toute cette notion de médecine intégrative, et illustrer le partenariat via ce fameux binôme enseignant auquel on croit, pour faire avec et pas pour faire pour, et encore moins pour faire à la place d'eux. J'ai pris un deuxième exemple qui est à Bobigny, avec un programme de patients enseignants pour amener les internes de médecine générale à gérer de façon autonome et réflexive leur situation clinique. Je vois que mes petites footnotes ne se sont pas enregistrées, je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, c'est issu des documents qui sont faits par Rémi Gagnère et Olivia Gross sur Bobigny. Via des groupes d'enseignement à la pratique réflexive entre internes, et c'est co-animé par un binôme patient-enseignant et médecin-enseignant. Vous voyez, on n'est pas tout à fait dans la même chose, mais là encore, le patient-enseignant va trouver sa place, parce que ce qu'on va venir voir finalement, pour les patients de la perspective patient, les enseignants de la perspective patient, ce qu'on vient, c'est ils sont là pour aider les internes en médecine générale à organiser les savoirs acquis et à trouver eux-mêmes les savoirs manquants pour construire des savoir-faire, savoir-être et finalement des compétences. Ça, ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment quelque chose qu'ils ressentent et qui se passe extrêmement bien avec un accueil de plus en plus favorable, parce qu'on est vraiment dans le savoir-faire, savoir-être. Vraiment, ça permet cette mise en application des savoirs avec justement cette rencontre des savoirs théoriques et expérientiels. Et c'est là où il va y avoir davantage de compétences. On a des matériels pédagogiques, je vous les ai mentionnés, parce que bien sûr qu'on ne fait pas ça comme ça, et bien sûr que ces matériels sont préparés, réévalués, etc. Et que les patients, les enseignants de la perspective patient vont également retravailler et analyser leurs pratiques pour rester totalement performants et apporter ce qu'on leur demande d'apporter dans le cadre de l'objectif de l'enseignement. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai remis les objectifs. Donc, mobiliser la perspective patient, finalement, c'est les savoirs construits à partir, en général, des engagements associatifs et du métier de malade ou de proche de malade. Pourquoi ? Parce que finalement, les patients enseignants, globalement, sont ce qu'on appelle des patients engagés. Ils n'ont pas décidé d'être enseignants, simplement, ils veulent faire avancer les choses et ils croient au partenariat professionnel de santé patient-partenaire. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'ils se sont engagés dans l'enseignement. Donc, bien sûr, après, on a un ensemble de choses qu'on vient veiller
et auxquels on prête attention, c'est-à-dire l'intelligibilité des propositions de soins, inscrire la pratique dans le respect des droits des malades, mettre en œuvre la décision partagée, accepter les choix de vie individuels, y compris le non-soin, qui pour nous n'est pas un refus de soins, c'est juste accepter qu'on n'a pas envie de faire les soins tels qu'ils sont prévus ou proposés, etc. Donc c'est vraiment toutes ces considérations-là qu'on va prendre en compte au moment où les internes en médecine vont présenter leur situation clinique. Alors, j'aurais pu multiplier les exemples, mais finalement, on va toujours retrouver la même chose, c'est-à-dire on va retrouver la notion de l'engagement du patient avec la notion du bénéficiaire du soin final, la volonté de travailler ensemble et de poursuivre. Donc, pour aller plus loin, on parle toujours de cette reconnaissance. Alors, bien sûr, pour qu'il y ait un statut, pour que le patient, comme vous l'avez dit, ne débarque pas là sans savoir qui il est. Mais c'est plutôt un statut qui irait avec une rémunération, mais on pourrait aussi, nous, même si on a des personnes qui peuvent être salariés, vacataires, conférenciers invités, par exemple, qui est le système de Bobigny, il y a aussi beaucoup de patients enseignants qui sont bénévoles, et ça doit rester aussi au choix du patient. Parce que ce qui compte pour eux, c'est leur engagement. La présence dans les instances, on en a parlé, donc on ne va pas en reparler. Et deux choses qui sont importantes, c'est les formations continues avec des publics mixtes. Nous, actuellement, on mène une expérimentation sur la médecine narrative et le recueil de récits du patient, co-organisé avec le CI3P de Nice, c'est-à-dire à la fois des patients enseignants et des médecins enseignants, pour un public mixte de professionnels de santé et de patients partenaires. Ça marche extrêmement bien, tout est complet, il y a même des listes d'attente, parce qu'il y a un vrai besoin de travailler ensemble et de modifier ces pratiques au fur et à mesure ensemble. Et on forme également les patients, par les patients partenaires, les professionnels de santé, notamment dans des projets. Par exemple, on va former des professionnels de santé qui connaissent peu les MICI et qui connaissent beaucoup mieux le cancer dans un projet de recherche, en fait, aux besoins et aux attentes des personnes atteintes de MICI. Voilà, donc c'est différents niveaux d'engagement, mais je crois qu'il ne faut pas juste cataloguer, il faut aussi accepter que c'est en agrégeant les différentes casquettes que finalement le tout est très riche. Merci à vous et merci pour votre invitation. Alors bon, on a le temps pour une ou deux questions. Cédric. Merci beaucoup pour ces deux interventions. Je préside la commission pédagogique de l'UFR Paris-Cité. On a plusieurs initiatives qui incluent des patients, mais une seule d'entre elles inclut les patients jusqu'à l'évaluation des étudiants. Vous l'avez un peu mentionné, mais est-ce que vous avez des recommandations sur la place des patients partenaires dans l'évaluation des étudiants ? Je dirais que c'est un petit peu la dernière étape du process, hein. Et ça nécessite, à mon avis, d'avoir bien, je dirais, déjà assuré les étapes précédentes. Donc ça c'est le premier point. On ne peut pas arriver sur l'évaluation si on n'a pas participé, me semble-t-il, déjà de façon un petit peu structurée à la formation avec les enseignants. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faut d'abord la faire, évidemment, en partenariat avec les enseignants. Mais il n'est pas complètement impensable d'imaginer pour des patients, je dirais, qui auraient acquis une véritable expérience d'enseignant auprès des enseignants universitaires, de laisser certaines évaluations se faire par les patients. Mais bon, je dirais qu'on est vraiment sur des choses très élaborées là, et sur des modèles qui ne peuvent pas être généralisés d'emblée. À mon avis, ça doit se réfléchir au coup par coup, interlocuteur par interlocuteur. Vous voulez rajouter Excusez-moi, je voulais juste dire que ça, effectivement, ça commence à se faire. Donc, je pense que c'est un processus aussi du côté des patients partenaires, mais aussi du côté des enseignants évaluateurs, pour comprendre en fait quel peut être l'apport du patient partenaire à ce moment-là. Et je crois que c'est sur quelqu'un qui a déjà enseigné, qui fait partie déjà de l'équipe, qui a l'habitude de faire des retours, de faire de l'analyse de pratique. On se rendra compte progressivement qu'il y aura beaucoup de bienveillance et beaucoup d'apports liés à l'expérience des patients dans ces évaluations. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se construire en fait naturellement au fur et à mesure, sans pour autant vouloir le forcer d'emblée. Mais nous, on intervient déjà pas mal et ça fonctionne très très bien et on a
on est très très bien accueillis là-dessus. Je suis désolée, on va être obligé de s'arrêter parce que l'heure tourne et je regarde M. Rusniewski qui me fait les gros yeux. Et donc, je passe la parole. Vous aurez l'occasion d'en discuter, c'est un sujet... Oui. Et donc, je vous remercie. Donc, on accueille Madame Catherine Simonin de France Asso Santé qui va nous parler de l'évaluation, dans les structures de santé, qui est un autre sujet. Je profite de l'installation aussi pour peut-être poursuivre sur le débat. Vous avez très bien dit qu'en fait, il faut sortir, alors notamment les patients ou l'association de patients, de sa pathologie pour aller plus sur de la généralité. Et c'est très important pour nous, dans l'organisation de nos facultés, d'avoir des étudiants qui sont formés de façon très globale et générale et pas sur un seul type de pathologie. Merci Madame Simonin, c'est à vous. Merci pour votre invitation. Donc, moi, je vais parler de l'apport des représentants des usagers dans les établissements de santé pour améliorer la qualité des soins, et dont on a beaucoup entendu parler de France Asso Santé. En effet, France Asso Santé, c'est un regroupement d'une centaine d'associations agréées en santé qui sont adhérentes. Et donc, mon adhésion, personnellement, elle vient de la Ligue nationale contre le cancer. Et j'ai participé à la mise en place de la mesure 715 sur les patients partenaires. Et également, nous avons des patients qui relisent des protocoles de recherche clinique dans la recherche pour améliorer la facilité de compréhension de la notice d'information sur les protocoles de recherche. Donc, en effet, le représentant des usagers, d'abord, c'est normé. Alors, je vais vous balayer un petit peu ce que c'est, parce que ce n'est pas évident de savoir d'où on parle et ce qu'ils font. Donc, ils sont dans la commission des usagers, ils traitent les plaintes et réclamations dans les établissements et ils participent également à la certification des établissements de santé. Alors, le représentant des usagers, il est normé au niveau réglementaire. C'est à la suite des états généraux des personnes malades qui ont revendiqué quelque part d'exister, d'être accompagnés et d'arrêter cette médecine paternaliste, que nous avons eu la loi Kouchner en 2002 qui a réglementé cette participation. Et là, nous avons été très en avance parce que quand on parle patient partenaire, on parle souvent du Canada. Oui, le Canada, ça a été tardif par rapport à la France. Nous, ça remonte à la loi Kouchner, il ne faut pas l'oublier. Et quand on avait l'expérience de la maladie, et c'est mon cas, donc évidemment, le seul moyen de s'impliquer à l'époque, c'était la représentation des usagers. Alors c'est une personne et qui est un acteur dans l'amélioration des parcours de soins, à l'hôpital d'abord, mais on va voir qu'ils sont partout aujourd'hui. Notamment, donc, au niveau ministériel, c'est la Conférence nationale de santé. Après, c'est les conférences régionales de santé et d'autonomie dans les régions en équivalence de l'ARS. Ils produisent des avis, mais également dans des groupements hospitaliers de territoire et dans les établissements de santé. Il y a des représentants des usagers partout. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent les plaintes et réclamations. Pourquoi? Parce que quand il y a un dysfonctionnement, qu'un usager prend la peine de rédiger une plainte, c'est qu'il y a une anomalie dans sa prise en charge. Et en même temps, il faut l'analyser pour savoir si la plainte est vraiment légitime avec l'équipe de soins. Et aussi, donc, ils sont force de proposition au niveau de la commission des usagers pour proposer des améliorations, voire rencontrer les services, les soignants, pour essayer de dire, voilà, nous avons X plaintes qui concernent votre service, comment on pourrait faire pour améliorer la filière, améliorer les prises en charge. Donc nous donnons nos avis et ils sont souvent pris en compte dans les établissements de santé. Alors, donc ils accompagnent les usagers dans leur démarche, ils sont sollicités, mais également l'usager, quand il a déposé une plainte au niveau de la direction d'un hôpital, il y a un accusé de réception qui doit leur demander « Est-ce que vous êtes d'accord pour que la commission des usagers explore votre parcours et accès à votre dossier médical, éventuellement si nécessaire ?» Donc il donne son accord ou il ne répond pas, mais il y a l'accord de la personne concernée.
Ensuite, nous sommes là pour défendre les droits des patients qui existent et qui sont listés réglementairement, c'est-à-dire le droit d'abord à l'information. Et on voit bien que dans les plaintes que nous analysons, eh bien, c'est un manque souvent de communication, pas assez d'information. Et dans nos études associatives, nous savons très bien que l'information vraiment est vraiment insuffisante entre le professionnel de santé et l'usager. Alors on le voit par exemple sur les pénuries. Nous avons une étude à la Ligue nationale contre le cancer. Il n'y a qu'un oncologue sur 2 qui dit à son patient que la chimiothérapie qu'il devait recevoir est en pénurie et qu'il va falloir switcher. Donc ça, c'est un souci et c'est redondant par rapport aux enquêtes de France Asso Santé, puisque nous avons les pénuries qui augmentent en officine, mais à l'hôpital, c'est toujours 2%, et ça ne varie pas. Donc c'est concordant. Donc il y a un manque de la transparence, de l'information et un manque de communication entre le professionnel de santé et son patient. Ensuite, c'est le droit à la dignité, le droit à l'information, le droit de recevoir les meilleurs soins enfin, la prise en charge la meilleure pour lui, et c'est aussi de transmettre et d'aller recueillir les problèmes rencontrés par les usagers, mais également leur satisfaction. Et là, c'est e-Satis où on a le relevé par la HAS qui nous arrive, et là, nous voyons que les patients, en général, en grande majorité des cas, sont satisfaits de leur prise en charge, et que, en fait, les plaintes et réclamations ne représentent vraiment une infime partie de personnes qui ont rencontré des difficultés en établissement. Mais cette infime partie nous permet toujours d'aller plus loin dans la qualité et la sécurité des soins. Alors, le représentant des usagers, donc le RU, il est membre d'une association agréée en santé. C'est justement les membres de France Asso Santé, mais il y en a d'autres qui ne sont pas membres, parce que nous avons un comité de déontologie qui liste les associations qui peuvent rentrer ou pas, et ça c'est important pour les conflits d'intérêts. Ensuite, il est nommé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour occuper un mandat, et d'ailleurs il y a un arrêté de nomination dont c'est réglementé. Et ensuite, il se forme, et il a une obligation de se former, c'est-à-dire la formation de base, elle est rémunérée aujourd'hui parce qu'il y a cette obligation. Et ensuite, France Asso Santé les forme sur tous les axes de la représentation en fonction des mandats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont partout, à la CNAM, ils sont à l'ACT, à la HAS, la Commission de la transparence qui valide les médicaments remboursables, ils sont partout aujourd'hui et ils vont jusqu'au ministère. C'est aussi ça l'engagement des patients, c'est d'abord de repérer dans son propre parcours qu'est-ce qui dysfonctionne et comment on peut l'améliorer, mais également après dire je vais aller dans le collectif associatif, je vais me former, je vais avancer, et après c'est jusqu'à porter des plaidoyers, et là il y a le PLFSS 2025, au niveau de France Asso Santé et de la Ligue nationale contre le cancer, on essaie de faire bouger les lignes pour améliorer les prises en charge de demain en santé. Alors la commission des usagers, son rôle et son fonctionnement, il est en partenariat, parce que la composition, elle est d'abord par un représentant de la direction, 2 médiateurs, un médical, un non médical, 2 représentants des usagers, titulaires, 2 suppléants. Et en principe, les hôpitaux vraiment font venir les titulaires et les suppléants. Et après, on a des voix délibératives, c'est-à-dire qu'on peut voter sur des propositions d'amélioration. Alors, la commission des usagers, il y a des indicateurs, il y a des événements indésirables graves qui sont aussi portés à la connaissance des représentants des usagers et de cette commission. Il y a des enquêtes de satisfaction au sein de l'établissement. Il y a aussi des procédures d'audit pour essayer d'améliorer les choses quand on dysfonctionne sur un certain service. On essaie d'améliorer les filières et les prises en soins. Donc c'est tout un travail global sur l'établissement de santé. Et ensuite, donc l'analyse, c'est être informé et informer l'usager quand il y a un dépôt de plainte, c'est analyser cette plainte avec des rapports circonstanciés des services concernés, cadres de santé, médecins, chefs de pôle par exemple, et ensuite émettre des avis et des recommandations dans l'amélioration. Alors il y en a qui vont dire « Ah non, non, la plainte, c'est en débat aujourd'hui, la plainte, on ne va pas la donner aux représentants des usagers parce que c'est le secret médical. » Oui, mais le représentant des usagers, dans son mandat et la réglementation, il est soumis au secret médical. Et c'est un secret médical partagé
à la main de l'usager, parce que c'est l'usager qui donne l'autorisation à cette commission d'explorer éventuellement, si nécessaire, des documents de son dossier médical. Alors, aussi, un autre rôle de la commission des usagers, c'est les médiations. Alors là aussi, il y a des propositions de loi sur la médiation. On voit bien que c'est en train d'être transformé à l'heure actuelle, mais aujourd'hui, il y a un médiateur médical, un médiateur non médical, mais le représentant des usagers, depuis peu, accompagne l'usager pour essayer de, je dirais, déchiffrer le langage médical qui pourrait être utilisé, essayer de l'accompagner pour qu'il ne soit pas impressionné, qu'il puisse verbaliser la situation et essayer d'arriver à ne pas aller en justice. Après, toutes les affaires qui vont en justice ne vont pas à la commission des usagers, on a juste un rapport des plaintes que nous avons, qui sont traités dans l'établissement. Alors après, il y a la certification. Les représentants des usagers ont un rôle majeur. Ils sont d'ailleurs interrogés par les auditeurs. Et le patient partenaire, le vrai patient, il participe à la certification. Parce que le partenariat patient commence par le patient qui est dans son lit d'hôpital. Et en effet, dans la certification, on va voir que les processus ont évolué et qu'on est formé à ces processus et on accompagne ces processus en tant que représentant des usagers, puisque c'est un partenariat avec la connaissance du niveau de qualité au niveau des usagers, des professionnels de santé et des autorités de tutelle. Alors, il y a 4 enjeux: l'engagement du patient au sein de l'établissement, la culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat. Là, on demande un effort sur le résultat. Le travail en équipe vraiment est identifié et objectivé, et une adaptation aux évolutions du système de santé. C'est important parce qu'on voit bien que les patients partenaires parcours qui sont dans les établissements aussi doivent cocher une case sur la certification des établissements. Alors le patient, il est informé de son implication et son implication est recherchée. Donc on demande au vrai patient, on va aller l'interroger sur les process avec les patients traceurs. Donc on va identifier des patients, on va aller l'interroger avec les auditeurs et là on va demander au patient comment vous vivez votre parcours, on va lui poser sur une grille d'évaluation des questions, il va répondre et après les évaluateurs vont aller voir le dossier médical, les équipes soignantes et vont faire correspondre ce qu'a dit le vrai patient avec ce qui est recueilli dans le dossier médical et voir si ça correspond, et plus la pluridisciplinarité de la prise en soin pour essayer d'avoir une qualité vraiment exhaustive de la prise en charge. Alors, il y a plusieurs process, le patient traceur, le parcours traceur, où là, c'est juste sur dossier, le traceur ciblé, par exemple, sur une période de soins, des audits de système et des observations des auditeurs. Et de là, on a la validation d'une démarche de certification qui est publiée à la Haute Autorité de Santé avec une qualité optimale qui est vert foncé, vert plus clair, c'est moins optimal, orange, c'est visite de contrôle programmée et en rouge, reprogrammé très vite parce que là, il y a des dysfonctionnements majeurs. Voilà, donc j'en ai terminé et donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Il y a des questions dans la salle. Moi, c'est pas une question, plutôt un commentaire. On s'éloigne beaucoup de la fameuse médecine paternaliste dont on a parlé. Et le commentaire, c'est que c'est probablement grâce à la loi qu'on a fait évoluer les choses et que grâce à ces lois, nous avons maintenant des patients qui participent réellement à l'ensemble de leur prise en charge et également du fonctionnement du système de soins. Donc ça nécessite d'être souligné. L'impulsion vient de là et fait évoluer après grâce aux uns et aux autres. Alors justement, France Asso Santé essaie de faire avancer le réglementaire, les lois, les décrets, et on donne un avis, puisqu'on a des représentants des usagers à la CNAM, je suis conseillère à la CNAM, et on donne des avis, on a un droit de vote. C'est ça qui est important. Il y a une participation et après on fait du plaidoyer. C'est le dernier modèle, je dirais, de l'implication des patients. Quand on a un parcours, je dirais, du pouvoir d'agir,
on arrive au plus haut niveau pour essayer d'agir, pour faire évoluer les réglementations. Et justement, dans les patients partenaires, je crois qu'il est temps de légiférer, de réglementer, parce qu'il y a des interrogations, vous en avez parlé tout à l'heure, rémunération, non-rémunération. Alors à la Ligue, ce sont des bénévoles, mais en même temps, si on est comme les représentants des usagers, sans statut, on a un statut réglementaire, mais on est bénévole, évidemment, ce n'est pas représentatif de toute la société et de tous les citoyens, puisque l'âge où il faut être en invalidité et avoir du temps, ou alors ce sont des retraités qui sont dans ces postes-là, et ça pose question sur la représentativité de citoyens. Merci beaucoup. On va être obligé de passer donc à la dernière présentation de cette table ronde. On a le plaisir et le privilège d'avoir le professeur Yazdan Panna qui va nous parler cette fois-ci du rôle du patient partenaire dans l'évaluation des projets de recherche. Je rappelle que M. Yazdan Panna, si vous ne le saviez pas, est directeur de l'ANRS Maladies infectieuses émergentes. Et nous avons l'honneur de l'avoir à l'Université Paris-Cité. Voilà, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc effectivement, je vais me placer de ma casquette plutôt la NRS, même si je suis Université Paris-Cité et la PHP, je le précise, et sur la recherche. Alors, je vais dire 2 mots très rapides de l'ANRS, qui est une agence qui a été créée, parce que c'est important pour la suite, vous allez voir, en 1988, autour de VIH, avec les associations du patient. Et il y a eu une transformation de manière un peu continuelle, et en 2021, en plein milieu de crise Covid, une transformation de l'agence en ANRS Maladies infectieuses émergentes. On répond à l'exigence d'une meilleure coordination de la recherche sur le champ des maladies infectieuses. La vision et le périmètre, c'est vraiment un monde où le VIH, les infections sexuellement transmissibles, les hépatites, la tuberculose sont éliminées, ça c'est le rêve, et les maladies infectieuses émergentes ne constituent plus une menace, et comme mission d'essayer de promouvoir et financer un agenda complet de recherche autour de ce périmètre. Donc ce n'est pas une agence de recherche uniquement de financement, mais aussi d'animation et de coordination. Là, vous avez un peu le périmètre. Ça va de la recherche fondamentale à la recherche autour de la santé publique, en passant par la recherche clinique, autour des problématiques, parce que c'est très à la mode maintenant, une seule santé et de santé globale. Là, j'ai mis rapidement les grandes instances de gouvernance. Et ce qui est vraiment important, c'est que le conseil d'orientation qui est présidé par Isabelle Richard, il y a des associations, le comité scientifique international, où je vois un truc noir, mais bon, c'est pas grave, où c'est présidé par Sharon Levin, qui a à Melbourne en Australie, il y a 3 représentants du milieu associatif, et idem avec le conseil des partenaires, et donc le rôle important des associations de patients. Alors, bien sûr, l'histoire de la recherche sur le VIH, ça a commencé avec les associations des patients. Donc je vous ai mis cette diapositive en 1987. C'était en juin 1987 à New York, où il y avait 4 centres de traitement de VIH, où il y a les patients, donc la ACT UP, qui manifestaient pour avoir plus d'essais cliniques. Alors je pense que ça doit être la première fois que les patients finalement manifestent pour avoir la recherche clinique. Là, je vous ai trouvé, ou les équipes vous ont trouvé, une copie de premier groupe interassociatif, le TRT5. Alors il y a des noms que vous devez connaître de ACTOP, donc il y a notamment Didier Lestrade, il y a Alain Volnian, il y a AIDS avec Arnaud Marty qui nous a quittés il y a peu de temps, mais tous ces gens-là qui historiquement, dès le départ, ont mis les associations de patients au cœur de la recherche. Et ça, c'est pour faire une historique. Donc au commencement, c'était le TRT5, donc en gros, ce n'était pas une association, mais un ensemble des associations. Et là, juste pour vous dire, aujourd'hui, tous les 2 mois, j'ai une réunion de 2 heures avec eux. Et c'est très intéressant et j'apprends beaucoup de choses. En 2000, il y a le VIH, donc c'est devenu TRT5 plus CHV. En 2021, donc nous, on a commencé à faire
l'ANRS maladies infectieuses émergentes, donc notamment les Covid longs et les associations des patients immunodéprimés qu'on a intégrés. Je reviendrai là-dessus. Ils sont... Alors, le titre, j'aurais pas mis moi évaluation, parce que nous, notre objectif, c'est qu'il ne soit pas uniquement dans l'évaluation, qu'il soit dans la programmation, animation, évaluation, et même qu'eux fassent de la recherche. Et donc, le dernier paragraphe, je l'ai dit, hein, le monde associatif est dans l'ensemble de l'instance de gouvernance. On a fait un livre où on parle de la recherche en collaboration à la recherche communautaire. C'est l'étape d'après. Et en fait, l'idée, c'est... Ça a commencé par des militants, puis ils étaient observateurs, puis ils étaient participants aux instances, ils le sont toujours. Ensuite, la construction, ensuite co-investigateur, et enfin, investigateur principal. C'est vraiment un chemin qu'on a suivi, et je vous montrerai des exemples. Et ce n'est pas simplement de dire, pour la note d'information, on a regardé ce que pensaient les associations des patients. Alors, en préparant cette présentation, j'avais fait en 2010 à un congrès mondial de VIH une présentation sur la participation des associations dans les programmes de recherche, et j'ai trouvé 2 diapositives que je mets. La recherche, c'est un continuum. D'abord, la découverte, le développement, et ensuite la dissémination et l'implémentation. Et on a aujourd'hui, partout dans la médecine, une vraie fracture entre le développement des innovations et l'implémentation des innovations. Et ça, c'est l'exemple que j'avais pris. Alors, s'il y a des cardiologues dans la salle, c'est probablement, ça date d'il y a 12 ans, mais je pense que c'est à peu près la même chose. C'est l'idée de cette diapositive, c'est que finalement, on a énormément de médicaments autour d'hypertension artérielle. Je ne sais même pas combien on a, mais il y a encore plus de la moitié des gens qui ont des hypertensions artérielles qui ne sont pas finalement bien contrôlées. Et ça, ce n'est pas un problème d'innovation, c'est un problème d'implémentation. Et ça, on l'a vu encore avec le Covid. Donc, d'où l'idée, pour aller au-delà de la recherche, le fait que la centralité de la science dans la vie moderne impose à la communauté scientifique l'obligation de développer des liens étroits avec la population, avec les associations. Je pense que ça a été dit juste avant, moins paternaliste, plus ouvert et honnête, savoir qu'on ne sait pas tout, et un dialogue qui reste bidirectionnel et pas dans un seul sens. Et ça, bon, ce que maintenant ils appellent le public engagement, qui prend de plus en plus de place pendant la crise Covid. Alors, regardez, je vais leur remonter ces diapositives, mais si vous regardez là, à droite de la diapositive, normalement, 80% des projets de recherche au Royaume-Uni ont une implication des associations des patients et des publics. Pendant la recherche Covid, uniquement 22%. Et ça montre les problèmes liés à l'implémentation. Et donc, du coup, au sein de l'ANRS, ça a été utilisé les mots, depuis sa création, il y a une règle que la recherche doit se faire avec et non pour les patients. Et les personnes sont membres fondateurs de l'agence, il y a un lien entre les communautés et les équipes, et sont indispensables à la co-construction des projets, et ils constituent, et ça c'est très important dans un monde d'infodémie, etc., de relais de partage d'informations. Je vais passer vite. Là, je vous ai dit à l'ANRS, on fait la construction des projets avant que ça soit soumis. Là, c'est juste regarder partout où il y a du rouge. Ça veut dire partout dans ces comités, il y a des associations de patients, avec aujourd'hui en plus des associations patients autour des immunodéprimés, etc. Je vais vous donner quelques exemples de recherche communautaire. Alors, une première que je vais vous présenter, c'est Hypergay, qui, en plus, l'investigateur principal, c'est l'Université Paris-Cité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple. Non, c'est pas vrai, c'est parce que c'est vraiment un des projets qui a eu un impact très important sur la prise en charge des patients, qui porte sur la prophylaxie pré-exposition menée chez les participants volontaires à haut risque d'exposition au VIH. Donc c'est un projet qui a été publié il y a, je pense que c'est 2016 ce papier, ou 2017, dans New England. L'investigateur principal, c'est Jean-Michel Molina, qui est à l'hôpital Saint-Louis. Et en fait,
plus important que la publication. Je pense qu'il est important, c'est que grâce à cette publication, qui a montré qu'il y a 86% des réductions des contaminations sous PrEP, la France a été un des premiers pays européens à rembourser le PrEP par l'assurance maladie en 2018, donc traitement par un médicament contre le VIH pour empêcher l'infection par le VIH, et ça rentrait dans les recommandations internationales. Et ce projet, ils n'auraient jamais pu aboutir sans les associations. Il y avait 15 associations financées par le budget de recherche, 15, pour mener à bien cette étude qui était extrêmement importante. Il y en a d'autres. Il y a le COMTEST. Alors, ça, c'était pour dire que les associations de patients peuvent faire des tests de diagnostic rapides. À l'époque, c'était en 2009, c'était moi qui étais l'investigateur. J'étais pas à l'université Paris-Cité, j'étais à l'université de Lille, mais c'est aussi bien aussi. Et en fait, à ce moment-là, sur ce projet de recherche, on a réussi à rentrer dans le cadre des recommandations et faire un décret pour que ça soit possible. Alors, la recherche communautaire sur le VIH, aujourd'hui, c'est 20 projets. Covid long, c'est 8 projets. C'est plus difficile. Je donnerai un exemple juste avant de finir. Sur le Mpox, sur les maladies bactérielles à tiques, on travaille avec les associations. Je vous ai dit, sur les viroses respiratoires, on ouvre sur les immunodéprimés. J'ai mis cet exemple-là, c'est pour montrer qu'en dehors de VIH, sur l'Ebola par exemple, ça c'est un autre papier, c'est un travail qu'on a fait avec 4 pays africains, le Libéria, le Mali, le Guinée et la Sierra Leone, et c'est randomisé, vaccination de 4000 patients, suivis dans le temps pendant 5 ans. Regardez les taux d'adhérence dans des villages africains, au-delà de 90% à 3 ans. Et ça, on ne l'aurait pas pu faire sans avoir impliqué les patients au départ, ce qu'on appelle les champions. Les Guinéens appellent ça les champions. Et c'est eux qui sont allés chercher les patients, et ça montre juste l'impact que ça peut avoir. Alors, bien sûr, tout ce qu'on a fait, c'est pas bien. Alors, Cédric Lemoine est là, donc il connaît très bien le sujet. En mai 2020, il n'y avait pas encore la NRS, mais via le writing, on a pensé que c'était important de commencer quelque chose autour de Covid long via les grandes cohortes. C'était une recherche qui a été extrêmement productive, notamment sous la houlette de Cédric Lemoine qui est là, sur un papier dans JAMA, dont vous voyez. Et là, on n'a pas du tout impliqué les associations, les patients, etc. Et je ne sais pas combien de réunions on a fait après la sortie de ce papier pour essayer de recoller les morceaux. C'est toujours pas possible. On peut en parler pendant la discussion, mais je pense qu'on a mal fait au début. On n'a pas du tout impliqué les patients, qu'on a fait ça, et du coup, on est en train de payer encore 3 ou 4 ans après. Bon, mais on va avancer. Voilà, et ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Je remets les diapositives pendant la Covid. Compte tenu des problèmes d'urgence, il n'y a que 20% des projets où on a mis les associations et on le paye. Alors, j'ai fini. Avant que vous me dites qu'il faut que je coupe, j'ai fini. Je finis par 2 diapositives. Un, malgré tout, et aller un peu au-delà de la recherche, l'engagement communautaire, c'est quoi les pour garantir les interventions qui sont justes, équitables et réalisables. Dès le départ, quand on fait des évaluations là, des innovations, notamment, alors recherche qui n'est pas que ça, mais de faire des choses justes, équitables et réalisables, accroître la sensibilisation, l'acceptabilisation et l'adhésion aux interventions. C'est dans le PrEP, c'était majeur, parce qu'on l'a fait changer progressivement l'intervention, l'adapter l'intervention en fonction des commentaires de la population. Et c'est bien sûr, dans un monde de désinformation, c'est vraiment, je pense, clé et indispensable aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a des éléments contre. Mais les éléments contre qu'il faut savoir pour anticiper. Premièrement, processus complexe et long à mettre en place de manière appropriée. Et il faut
prendre du temps pour garantir une participation et un engagement pertinent, et il faut former les communautés. Je pense que c'est très important. Là, on avait les associations historiques, VIH, hépatite, qui font partie quasiment de la maison, hein. Avec les associations Covid long ou immunodéprimées, peut-être un peu moins, mais on est vraiment dans un travail où on essaye de se comprendre. Et nous aussi, hein, quand je dis formation, nous aussi. Peut créer la frustration s'il n'est pas suffisamment pris en compte. On a fait une réunion sur Covid long, on a mis les associations Covid long, tout ce qu'ils disaient, ben, ça passait pas. Ils n'étaient pas contents. Alors je disais, mais d'accord, mais c'est la démocratie comme ça. On ne peut pas toujours écouter ce que vous dites. Et donc, mais ça c'est réglé. Et par ailleurs, même ça peut alimenter la désinformation s'il est mal géré. Donc il faut faire très attention à comment faire. Mais, encore une fois, c'est indispensable. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je voulais juste remercier les gens qui m'ont aidé pour faire cette présentation. Vous remercie encore une fois pour votre invitation. Et voilà, merci. Je vous remercie pour la présentation parce que vous avez réussi à rattraper le temps. Donc je pense qu'on a quand même le temps pour une ou deux questions sur ce sujet quand même majeur. Vous avez rappelé l'histoire du VIH tout au début ACT UP. Effectivement, ça a été pionnier et fondateur dans cet axe de participation des patients à la recherche. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, peut-être un commentaire. En fait, si on fait le parallèle avec... on a vu des protestations qui étaient même violentes et qu'on comprend, hein, d'ACT UP. Il y a le film 120 battements par minute qui montre, alors c'est dans des amphis parisiens que ça se passe notamment. Et vous terminez votre topo en nous parlant aussi de la difficulté de communication avec les associations Covid long, nouvelles maladies, nouvelles structurations, diagnostics compliqués. Nous, les médecins, on aime bien avoir du diagnostic positif, du diagnostic différentiel, et donc essayer d'appeler un chat quand c'est possible. Vous avez un commentaire là-dessus? Non, mais je pense que sur le Covid long, le problème, c'est qu'on ne comprend pas. Comme nous, on ne comprend pas. Et je pense que... et en plus, c'est multifactoriel, il y a plein de choses, etc. Et c'est le début. Et du coup, le fait de ne pas nous-mêmes savoir parfois rend les choses compliquées, mais je pense surtout qu'il faut qu'on dise qu'on ne sait pas. Alors, je vais vous raconter une anecdote parce que il y a des essais thérapeutiques avec les antiviraux qui sont proposés dans le Covid long, par NIH. Et en fait, ça, c'est des choses auxquelles nous, on a pensé. Mais moi, j'ai toujours pensé que qu'est-ce qu'on va mettre des traitements antiviraux sur le Covid long alors qu'on ne sait même pas si c'est un virus. Probablement, même si c'est un virus, c'est une proportion faible de patients, et sur un essai clinique, on ne va jamais rien montrer. J'ai eu la chance de voir un jour Tony Fauci, à l'époque où il était encore, et je lui ai demandé comment ça se fait qu'il a fait cette étude. Pourquoi il a fait cette étude? Parce que l'étude est sortie négative, par ailleurs. Hein. Je lui ai dit, mais on savait d'emblée que ça allait être négatif. Pourquoi vous l'avez fait? Il m'a dit, parce que parfois, même si tu sais qu'il y a des études négatives, il faut le faire, parce que maintenant, aujourd'hui, on peut dire aux patients, ça ne marche pas, même si tu le savais au début. Donc, du coup, parfois, son objet, c'est que parfois, il faut aller dans le sens que ce que dit la communauté, même si la science ne le dit pas. Alors, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, hein, mais c'était très intéressant. Mais souvent, je pense à ça, parce que là, on a une pression très importante pour faire des essais cliniques sur le Covid, alors qu'on n'a pas de physiopathologie très claire, donc c'est compliqué. Et je pense souvent à ce qu'il a dit. Donc, je pense que ce n'est pas facile du tout, mais c'est passionnant. Et je pense que les patients peuvent nous apporter quelque chose. Juste une dernière question. Vous n'avez pas parlé, mais sur le financement de la recherche par les patients. Parce que c'est un sujet qui est un petit peu difficile, à la fois probablement très intéressant, mais qui peut aussi avoir des biais dans les... Par les patients, vous dites Oui, par les associations de patients.
Alors nous, on n'est pas... On est peut-être pas tant en France qu'à l'étranger. Absolument. Ça veut dire que c'est vrai que c'est un modèle que nous, on ne connaît pas, parce que nous, on finance les associations pour la recherche, mais les associations ne nous financent pas. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des pays, et ça peut créer des biais, des liens d'intérêt, je sais. Donc, pour vous dire franchement, c'est un modèle que je ne connais pas. Donc, du coup, je ne peux pas trop en parler, quoi, en fait. Okay. Très bien. Juste, peut-on faire des essais dont on sait qu'ils vont être négatifs parce qu'on nous demande de les faire? Je pense peut-être qu'il faudra qu'on le mette en lumière avec notre session de l'après-midi environnement, climat et santé, et justement sur l'éthique distributive des moyens que l'on engage, mais c'est un autre débat. Vraiment, merci beaucoup pour votre présentation. Merci à tous les orateurs qui nous ont fait partager sur les patients partenaires.